Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. À Daumont, une clinique s'est spécialisée dans les actes chirurgicaux ambulatoires. C'est le premier établissement en Île-de-France à pratiquer du 100% ambulatoire. Alors, comment ça marche? Reportage dans un instant. Les pompiers du Val d'Oise ont leur musée. Depuis plus de 15 ans, les écuries du château de Grouchy à Osny accueillent une collection unique de matériel d'intervention, d'uniformes et de modèles réduits consacrés aux soldats du feu. Visite guidée en fin de journal. Vous vous êtes peut-être déjà fait opérer et le soir même, vous étiez déjà chez vous. C'est ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Ce mode d'intervention s'est beaucoup développé ces dernières années en France. À Daumont, une clinique s'est spécialisée dans les actes chirurgicaux en ambulatoire, y compris pour les interventions lourdes. C'est le tout premier établissement de ce type en Île-de-France. Regardez le reportage d'Angélique Boilet. À 52 ans, Laurent est sur le point de se faire poser une prothèse totale de hanche. Après avoir reçu une anesthésie locale, on pique, monsieur. Direction le bloc opératoire. Le chirurgien orthopédique qui va l'opérer, le docteur Méziane, spécialiste de la hanche. L'opération a lieu à la clinique Capio, située à Daumont, un établissement où toutes les interventions, même les plus lourdes comme celle-ci, sont réalisées en ambulatoire. Pour les pathologies, notamment les pathologies lourdes comme la prothèse totale de hanche, on s'est aperçu qu'en les opérant en ambulatoire, ce qui leur permet donc de rentrer le soir même à la maison, on diminue d'une part les risques infectieux qui sont liés à l'hospitalisation, ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, on limite éventuellement le risque de complications liées à l'absence de marche, parce que les gens chez eux marchent plus volontiers que lorsqu'ils sont à la clinique ou dans une chambre d'hôpital. Et ainsi, toutes les complications qui sont importantes, malheureusement, après les opérations lourdes, qui sont les phlébites, sont éventuellement, c'est encore à prouver, mais largement diminuées. Comme 40% de ses patients, le docteur Méziane a donc choisi l'option ambulatoire pour Laurent. 1 heure après le début de l'opération, le patient est de retour en salle de réveil. Il est déjà réveillé et peut bouger sa jambe droite. Pliez la jambe non opérée, s'il vous plaît. Pliez. Super. Maintenant, la jambe opérée. N'ayez pas peur. Oh, super, posez, c'est très bien. Laurent est ensuite transféré dans un box ambulatoire. 4 heures après son intervention, il est déjà sur ses 2 jambes. Très répandue en Europe du Nord, la chirurgie ambulatoire s'est fortement développée ces dernières années en France, encore en retard malgré tout par rapport à ses voisins européens. Dans ce contexte, le groupe hospitalier privé suédois décide en 2015 de spécialiser l'un de ses 3 établissements valdoisiens en chirurgie ambulatoire. 1 an plus tard, la clinique de Daumont intègre ses locaux flambant neufs et devient le premier centre ambulatoire de chirurgie lourde d'Île-de-France. Aujourd'hui, on est un peu aux prémices du développement de la chirurgie lourde en ambulatoire, comme les prothèses totales de hanche ou de genou. Il y a encore 3 ans, on ne pensait pas pouvoir réaliser des prothèses en ambulatoire. Aujourd'hui, on en fait de manière régulière. On en fait 10 ou 15 par semaine. Donc il est clairement acté aujourd'hui que demain, l'ambulatoire deviendra petit à petit la norme pour quasiment toutes les chirurgies. Et que c'est l'hospitalisation qui deviendra l'exception avec effectivement le patient qui ne pourra pas être éligible parce que sa chirurgie est trop compliquée, parce qu'il a des risques médicaux un peu plus importants ou parce que tout simplement c'est une personne seule, puisque finalement le seul critère qui reste à l'ambulatoire c'est le patient isolé qui ne pourra pas du coup lui être éligible. La clinique de Daumont a réalisé près de 11 800 interventions l'année dernière et elle ne cesse d'élargir son champ d'opérations lourdes. Depuis cette année, elle propose par exemple la pose totale de prothèses d'épaule. Dans la soirée, le moment est venu pour Laurent de savoir s'il peut rentrer chez lui. Comment ça va? Ça va bien. Et demain, ça risque de tirer. D'accord. Donc, allez-y doucement. Si ça tire pas trop, vous pouvez y aller. Si ça tire un peu, vous chauffez. Et puis après, vous démarrez. D'accord? Donc, allez-y prudemment. Ouais. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Alors, rentrez bien. Et moindre problème, vous m'appelez. Laurent a donc le feu vert et devra faire des exercices d'auto-rééducation à son domicile. Il sera suivi de près par son chirurgien, à commencer par un coup de téléphone dès le lendemain pour vérifier que tout va bien. En bref, maintenant, alors que les chiffres du chômage repartent à la hausse en France, ils sont en légère baisse dans le Val d'Oise en mars. Le département comptait 102 410 demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C, un chiffre en baisse de 0,2% sur un mois. La baisse a tout particulièrement concerné les moins de 25 ans avec une diminution de 1,9% du nombre de chômeurs. Une diminution qui se vérifie également chez les 25-49 ans avec moins 0,2%. En revanche, les seniors
accusent une hausse de 0,7% de leur nombre de demandeurs d'emploi. En bref, toujours ce jeudi, 90 élèves de 3e de collège d'Argenteuil, de Bouffémont, de Gonesse et de Saint-Ouen-l'Aumône se sont rendus à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. L'occasion pour eux de découvrir la formation Sciences Po et de participer à une visite du site sous forme de jeu de piste. L'opération a été mise en place pour la seconde année consécutive par Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et le Conseil départemental du Val d'Oise dans le cadre de leur politique de démocratisation auprès des lycéens et des collégiens du département. Les pompiers du Val d'Oise ont leur musée. Depuis plus de 15 ans, les écuries du château de Grouchy à Osny accueillent une collection unique de matériel d'intervention, d'uniformes et de modèles réduits consacrés aux soldats du feu. Sur plus de 1200 mètres carrés, le musée d'Osny propose un voyage dans l'histoire des pompiers du XVIIIe siècle à nos jours. Visite guidée avec Philippe Pémal. La ville d'Osny est surtout connue pour son château du XVIIIe siècle. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les anciennes écuries du domaine abritent des collections originales, celles du musée départemental des sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Dans un vaste hall de 1200 m², des camions, des uniformes, des jouets, tout un univers consacré à l'histoire des soldats du feu. Alors le musée des sapeurs-pompiers du Val d'Oise, c'est une histoire qui a 40 ans, qui est née de quelques passionnés qui ont voulu garder une trace un peu de cette passion, et qui ont imaginé ce musée à partir du matériel qui était tout simplement mis à la réforme et dont le service se séparait malencontreusement, voilà, parce qu'il faut bien remplacer le matériel dans le temps. Et donc ces passionnés ont tenu à rassembler ces pièces au fur et à mesure du temps. Et donc le musée est né environ une quarantaine d'années jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un véritable musée présentable au public. Des premières voitures à bras du XVIIIe siècle aux camions des années 60, en passant par des reconstitutions d'anciens postes de secours, c'est plus d'un siècle d'évolution des moyens d'intervention qui est présenté. Les célèbres camions rouges et leurs fameuses échelles y occupent une part importante, mais le musée possède aussi quelques objets originaux, comme cette petite voiture verte. Créée dans les années 30, elle appartenait à la famille Rothschild. À l'origine véhicule de chasse, elle sera offerte aux pompiers de Montmagny. Si cette voiture est verte, ce n'est pas par hasard. Il faut savoir que les premiers véhicules d'incendie sont traditionnellement peints en vert avant qu'ils deviennent rouges. Pour plusieurs raisons, ils vont devenir rouges. La première, c'est qu'ils sont beaucoup plus visibles dans la rue, dans la ville. Donc pour des raisons de sécurité et pour des raisons de rapidité de secours, ils vont devenir rouges. Une autre explication, c'est aussi l'influence des matériels anglo-saxons, anglais et américains, qui fabriquaient énormément de matériel et qui, eux, traditionnellement, étaient rouges depuis le début de leur histoire. Donc petit à petit, le rouge va s'imposer et va prendre la place du vert. Autre curiosité du musée, cette réplique de camion de pompiers à échelle réduite, destinée à des enfants. Il était complètement fonctionnel puisqu'il avait un vrai moteur de Solex qui permettait de rouler, une vraie citerne incendie et une vraie pompe à l'intérieur, à tel point que le fabricant, quand il l'a livré au magasin, l'a livré avec une boîte d'allumettes et un bidon d'essence, comme ça l'enfant pouvait allumer le feu et l'éteindre en même temps. À côté des véhicules, le musée propose une importante collection de casques et d'uniformes, ainsi qu'une collection de jouets. Plus de 800 y sont exposés, des jeux, des jouets, des figurines et bien sûr des modèles réduits. Parmi notre collection de jouets, nous avons aussi tout un ensemble d'Inky Toys qui sont arrivés par des dons, donc qui sont parmi les stars, on va dire, des jouets collectionnés par les amateurs de jouets pompiers. Donc on a tout un ensemble ici assez bien représenté. Le musée est ouvert l'après-midi du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h30 pour les visites individuelles et toute l'année pour les groupes sur rendez-vous. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. À Daumont, une clinique s'est spécialisée dans les actes chirurgicaux ambulatoires. C'est le premier établissement en Ile-de-France à pratiquer du 100% ambulatoire. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Du haut de ses 45 mètres, elle veille sur le centre historique de Pontoise.
Édifiée vers 1145 pour sa partie la plus ancienne, la cathédrale Saint-Maclou va subir au fil des siècles de nombreuses transformations architecturales. Elle est aujourd'hui un mélange des styles roman, gothique et renaissance. À l'origine église paroissiale, elle est consacrée cathédrale en 1966. Saint-Maclou, derrière nous, n'a pas toujours été cathédrale. C'est une cathédrale assez récente, depuis 1966, car avant, le Val d'Oise n'existait pas. Il y a une cathédrale par département, et en 1966, le département de Seine-et-Oise est divisé en deux. Et c'est ainsi qu'avec la création du Val d'Oise, on va choisir une nouvelle cathédrale, et c'est comme ça que Saint-Maclou est érigée cathédrale à cette époque. Avant de devenir cathédrale, Saint-Maclou s'embellit au fil du temps. Son portail, en style gothique flamboyant, date du XVe siècle. On y retrouve de nombreuses sculptures, comme ce drôle de moine, au ventre bien rempli. C'est vrai que la façade de Saint-Maclou est très décorée. On peut admirer ici ce petit moine qui tient une branche de vigne, elle-même habitée par un petit escargot. Alors ce petit moine nous rappelle qu'à Pontoise, il y avait une abbaye très importante, l'abbaye Saint-Martin, où les moines cultivaient la vigne et vendaient leur vin lors de la fameuse foire Saint-Martin. Comme toujours aujourd'hui, on peut déguster encore le ginglet, qui est le vin local. À l'intérieur de la cathédrale, on retrouve les différents styles architecturaux. Pour faire entrer la lumière dans l'édifice, de nombreux vitraux réalisés par de grands maîtres verriers des XVIe, XIXe et XXe siècles. Ils racontent des épisodes bibliques ou historiques, comme ce vitrail réalisé en 1887. Ce vitrail raconte un fait historique qui est arrivé à Pontoise au XVIIe siècle. Il y a eu une grande peste et toute la ville a réalisé une procession partant de Saint-Maclou, que l'on voit tout en haut du vitrail, pour aller jusqu'à l'autre église de Pontoise qui est l'église Notre-Dame, pour aller prier la statue de la Vierge miraculeuse. Et cette procession dans ce vitrail du XIXe siècle montre un peu justement tous les habitants de Pontoise, toutes les corporations. On a des gens qui portent des maquettes de bateaux, puisque Pontoise avait un célèbre port sur le fleuve. On a la confrérie des bouchers, avec quelqu'un qui porte un petit agneau. Voilà, c'est vraiment toute la ville de Pontoise qui est représentée sur ce vitrail du XIXe siècle. Autre trésor de la cathédrale, la chapelle de la Passion. Elle abrite cette remarquable sculpture en pierre. Attribuée au sculpteur Nicolas Leprince vers 1550, elle représente la mise au tombeau du Christ. Cette mise au tombeau, qui date du milieu du XVIe siècle, est caractéristique du style dit maniériste. On peut voir notamment les drapés excessivement bien travaillés, les coiffures assez complexes et aussi l'expression des visages qui vraiment montre la douleur exprimée par les protagonistes. Classée monument historique en 1840, la cathédrale Saint-Maclou a une particularité. Consacrée cathédrale en 1966 à la création des nouveaux diocèses, elle n'appartient pas à l'État, mais à la ville de Pontoise qui en a la charge. Chaque année, près de 300 000 € sont consacrés à sa réhabilitation. Ce matin, la famille Sargeret ne met pas en bouteille sa bière, mais l'une de ses nouvelles boissons, le Vexin Cola. 6 mois ont été nécessaires pour élaborer la bonne recette. Comment le différencier des autres, c'est qu'il est très doux, déjà il n'y a pas de caféine dedans, il est un tout petit peu moins sucré, peut-être un tout petit peu moins gazeux, et puis peut-être un petit peu plus digeste. Il n'y a pas ce petit goût chimique que l'on ressent dans d'autres produits. L'atout du Vexin Cola, une fabrication artisanale comme pour la bière, avec des produits presque 100% naturels. Commercialisé depuis 15 jours, le premier stock de 1000 bouteilles a déjà été écoulé. Avec le Vexin Cola, les Sargerets ont aussi lancé la limonade du Vexin. Et là encore, les 2000 litres ont presque été épuisés. On retrouve les goûts qu'on avait quand on était enfant, ce petit goût de citron, ce petit goût de sucre. Et puis on est dans une région betteravière, donc le sucre, c'est du vrai sucre. Il n'y a pas de sucre trafiqué, il n'y a pas d'aspartame, il n'y a pas de tous ces produits-là. Cette activité complémentaire va permettre à la famille Sargeret d'élargir sa clientèle. Les 2 boissons gazeuses sont commercialisées dans les mêmes points de vente que la bière, épicerie et petits supermarchés. Elles sont aussi vendues directement à la ferme au prix de 2,80 € les 75 centilitres.